Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Nouveau vent de fronde pour le gouvernement. Cette fois, ce sont les agriculteurs qui se mobilisent contre l'écotaxe poids lourds. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, admet que certaines choses sont à améliorer. Réunion de crise à Matignon en ce moment même. La réforme des retraites sera-t-elle votée au Sénat? Les groupes politiques commencent à faire connaître leur position. Les centristes veulent en finir avec la répartition et se prononcent pour un système à points. Un texte toiletté pour ne pas fâcher les élus locaux. Le projet de loi Duflot en examen au Sénat depuis cet après-midi. Le transfert des compétences d'urbanisme aux intercommunalités pourra être différé. Débat à suivre dans ce journal. Après Leonarda, l'écotaxe est-elle en passe de devenir le nouveau caillou dans la chaussure du gouvernement? Des agriculteurs ont manifesté un peu partout en France contre cette nouvelle fiscalité poids lourd qui doit entrer en vigueur au 1er janvier. Sophie Normand. Voilà la cible du mécontentement, des bornes électroniques destinées à enregistrer le passage des poids lourds. C'est à partir de ces installations que sera collectée l'écotaxe, aux grandes dames des transporteurs mais aussi des agriculteurs. Alors depuis ce matin, ils sont mobilisés comme ici en Normandie, mais aussi dans l'est de la France et en région parisienne, déployant des banderoles pour certains, bâchant des radars pour d'autres. Tout n'est pas possible accessible par train ou par autre voie. Il faut être raisonnable et si on veut continuer à faire vivre nos campagnes, il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui que d'utiliser le transport routier. Les agriculteurs réclament l'ajournement de l'écotaxe, un nouvel impôt qui selon eux engendrera une hausse de 5 à 10% du coût du transport qu'il sera difficile de répercuter sur les prix de vente aux consommateurs, pénalisant un peu plus un secteur déjà en difficulté. Il ne faut pas non plus tirer sur l'ambulance et on sait que dans nos territoires où l'économie est d'abord boostée par l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est se tirer une balle dans le pied que de vouloir financer des nouvelles modalités de transport par une taxe qui va d'abord impacter des filières où on a déjà bien du mal à survivre, quoi. L'écotaxe doit entrer en vigueur le 1er janvier prochain. Autre dossier sensible pour le gouvernement, la réforme des retraites. Le texte sera examiné demain par les sénateurs en commission, avant la séance publique lundi 28 octobre. Mais on connaît déjà la position de chaque groupe politique du Sénat et les réticences sont nombreuses, à droite comme à gauche. Nathalie Guilloire. Les sénateurs abattent leurs cartes au sujet de la réforme des retraites. Chacun des groupes met en place sa stratégie. Ce matin, les centristes qualifient de trompeur le projet de loi du gouvernement, projet qui maintient le système par répartition. Eux proposent une autre solution. Nous voulons une réforme juste, équitable du système des retraites, c'est-à-dire une réforme systémique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, réforme systémique? C'est une retraite par points, égale pour tous. C'est-à-dire que la cotisation donne lieu à des points et que ça se transforme et fait après par une pension. Un amendement du groupe sera déposé pour mettre en place ce système à points à partir du premier semestre 2014. Mais pour les socialistes, cette proposition n'est pas fiable. Là-dessus, il faut être clair, les Français ne sont pas prêts à remettre en cause leur système de retraite par répartition. De toute façon, un changement de système ne réglait pas le problème des déficits de la branche retraite. Les sénateurs du groupe communiste, eux, se sont réunis ce midi à la Sorbonne. Le lieu n'est pas choisi au hasard, ils reprochent au gouvernement de s'attaquer à la jeunesse avec sa réforme. C'est une réforme des retraites tout à fait injuste et déséquilibrée, qui constitue un véritable recul de société. Quand on veut faire travailler les jeunes jusqu'à 65, 66, voire même 67 ans, et les jeunes qui sont ici disent même au-delà, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Le vote du texte au Sénat est compromis. Sans surprise, le groupe UMP va voter contre et les sénateurs écologistes ont annoncé ce matin hésiter encore entre l'abstention et le vote contre.
Alors que le Parti socialiste tente de tourner la page Léonarda, Jean-Vincent Placé, le président du groupe écologiste au Sénat, souhaite que la mobilisation lycéenne en faveur de cette collégienne rome expulsée vers le Kosovo reprenne. Il faut se mobiliser, a-t-il dit ce matin sur RTL. Léonarda qui exclut ce soir de rentrer en France seul, sans sa famille. Et dans ce contexte, l'UMP entend réformer le droit du sol. Jean-François Copé souhaite revenir sur les conditions d'obtention de la nationalité française. Je vous propose d'écouter le président de l'UMP au micro de Pierre-Henri Gergonne, suivi de l'intervention de Jean-Marc Ayrault lors des questions d'actualité à l'Assemblée nationale. Ce que je souhaite, c'est que nous réécrivions une nouvelle politique de l'immigration. Et donc dans ce contexte, je pense que parmi les réflexions à avoir, il y a la question, par exemple, des enfants qui sont nés de parents en France, venus en France illégalement. Je le redis, il n'a jamais été question, jamais, de remettre en cause le droit du sol. Il est question simplement de poser la question pour les enfants nés de parents séjournant en France illégalement, s'ils doivent avoir l'automaticité de la nationalité française. Ma réponse est non. Regardez par exemple ce qui se passe à Mayotte. Ce sont des sujets graves sur lesquels je considère que l'on doit pouvoir avoir un débat. Et je vous le dis à vous, Monsieur Ciotti, mais je le dis aussi à Monsieur Copé, qui est en train de préparer l'abandon du droit du sol au profit du droit du sang. Ça, ce n'est pas la République, Monsieur Copé. Alors, s'agissant du cas de cette famille que vous venez d'évoquer, ici même, la semaine dernière, j'ai exprimé le point de vue du gouvernement. J'ai dit qu'un rapport serait demandé et qu'au-delà de l'émotion que je pouvais comprendre, le gouvernement en tirerait toutes les conséquences. C'est ce qu'a fait le président de la République. Et comme tous les mardis, on retrouve Mickaël Zamès. Bonsoir Mickaël, pour la météo des groupes politiques du Sénat. Et ce soir, eh bien, ce n'est pas le retour du héros, mais plutôt de l'héroïne dont on va parler. Oui, je sais, vous ne retenez plus votre souffle avec cette question quasiment existentielle. Mais où est donc passé Samia Ghali? On l'avait laissé dimanche soir, le soir d'une défaite électorale, la mâchoire serrée, le visage fermé. Eh bien, bonne nouvelle, nous l'avons retrouvée, salle des conférences, toute pimpante, venue prendre le pouls de sa nouvelle notoriété. Des regards posés sur elle sur son passage, des félicitations à droite comme à gauche. Non, vraiment rien à dire. Opération charme réussie. On l'écoute. Ah mais en tant que je digérais, là je suis avec les jeunes donc, du 15e arrondissement qui sont là pour une visite avec leur professeur, la DAP, au Sénat pour découvrir l'institution, le Sénat qui est pour eux une première et donc je vais les accompagner dans cette visite. Vous avez eu des coups de fil quand même des sénateurs, ils vous ont appelé un petit peu? Bah, ce matin au groupe, ils m'ont pas que appelé, ils m'ont applaudi, ils m'ont félicité pour la campagne que j'ai menée. Voilà. Alors, quelques informations quand même complémentaires. C'est le président du groupe, François Rebsamen, qui l'a fait applaudir. C'est vrai qu'il l'avait soutenu pendant sa campagne à Marseille. Et en fin d'après-midi, Samia Ghali s'est rendue au siège du Parti socialiste. Elle a rencontré Harlem Désir. Alors, pour elle, pas de problème avec Marseille. Je continue à travailler pour Marseille et puis je reste évidemment disponible pour toute autre chose. On va rester bien sur le groupe socialiste du Sénat car on a également parlé budget ce matin. Deuxième opération de charme de la journée et pour multiplier leurs chances, ils sont venus à deux. À deux, ce sont les ministres. Tout d'abord, le ministre du budget pour parler gros sous, Bernard Cazeneuve, suivi de très près par Pierre Moscovici pour les finances. On écoute d'ailleurs Pierre Moscovici à la sortie de la réunion de groupe. Dans ce contexte-là, évidemment, nous allons parler avec la majorité et avec les sénateurs socialistes en particulier. Il faudra convaincre les Verts aussi, c'est pas simple. Il faudra convaincre une majorité, mais comme le disait avec humour François Rebsamen, je souhaite que le débat au Sénat aille le plus loin possible et soit le plus long possible. Ce qui veut dire sur les deux parties. Vous l'aurez compris, donc avec humour, si on en croit François Rebsamen, et on espère le croire, on ira donc au bout de cet examen. Mais quand on va voir les différents groupes, quand on leur pose la question, moi je trouve pas le même compte. Notamment quand on va voir l'UMP, ils vont voter contre, les communistes, a priori, vont voter contre, les Verts, eh bien ce sont les Verts, quant aux radicaux, ils sont dispersés. Bon voilà, on veut bien croire le ministre, mais on a du mal à trouver les mêmes chiffres que lui. Alors pour finir, Mickaël, on va peut-être faire un petit tour du côté du groupe centriste ce soir. Oui, je vous emmène en terre inconnue, là où le ciel se couvre et l'orage menace. Nous sommes bien au Sénat, salle Charpentier de Ribes, au cœur du Sénat. Oui, Delphine, c'est bien là que les centristes se réunissent tous les mardis.
Des jours que l'on annonce le mariage imminent, les grandes noces entre les groupes de Jean-Louis Borloo et celle de François Bayrou, l'heure du grand rassemblement, cela aurait donc dû mettre tout le monde en joie. Eh bien non, pourquoi ? La faute à ce petit écho paru ce matin dans le Figaro. Oui, Michel Mercier, ancien ministre de la Justice, aurait des vues sur le poste de François Zocchetto, l'actuel patron du groupe centriste. Analyse de Yves Pozzo di Borgo, sénateur. C'est ce qu'on voit au niveau de cette relation UDI-MoDem, c'est-à-dire cette mise en place où il y a des courants, des personnalités, bon c'est normal, hein, c'est la vie politique, ça peut se retrouver au groupe, mais de façon plus atténuée. Voilà, c'est la seule chose que je pourrais dire. Voilà. Mais c'est quand on dit que M. Zocchetto est un petit peu sur la sellette parce que M. Mercier voudrait prendre sa place. Je ne sais pas, parce qu'on a eu une réunion un peu confidentielle d'ailleurs entre nous, je crois que c'était là en juin, c'est pas ce que j'ai entendu. Hein. C'est pas ce que j'ai entendu. Je sais que l'écho est parti ce matin, je ne sais pas d'où il part. Personne n'en veut, M. Zocchetto. Pardon ? Personne ne veut la place. Attendez, mais j'ai jamais dit ça. Attendez, vous avez la politique, c'est quand même la compétition permanente. C'est un monde de rapport de force. Alors moi je retiens non, mais j'ai pas dit le contraire. Et on parlait bien sûr de François Zocchetto et pas de Yves Pozzo di Borgo, ça vous l'aurez évidemment retenu. Et difficile quand même d'y voir clair quand on entend le sénateur de Paru. Alors pour information, à l'heure où je vous parle, ils sont réunis dans la même salle avec Jean-Louis Borloo. Dès que la fumée blanche sort, je vous préviens. Merci beaucoup Mickaël et je vous dis à la semaine prochaine. Après plusieurs années d'atermoiement, une agence de financement des collectivités va voir le jour. Entre les déboires de Dexia et le désengagement des banques privées, elle devra assurer et sécuriser les besoins financiers des collectivités. Cécile Sixou. Emprunter est devenu un casse-tête pour les collectivités. Depuis le scandale Dexia, les banques restent timides à leur prêter de l'argent. Du coup, les collectivités ont décidé de créer leur propre outil de financement, l'agence France Locale. Il faut absolument que nous ayons un outil qui nous permette à nous, collectivités locales, de continuer à financer l'économie, à financer nos activités, nos investissements, sans passer forcément par le truchement des banques. Une agence financée à 100% par les collectivités qui verseront au moment de leur adhésion un ticket d'entrée. Communes, communautés d'agglomération, départements, mais aussi régions, tous pourront l'intégrer, mais à condition d'être solides financièrement. Il ne s'agit pas de faire financer par l'agence de financement des collectivités locales tous ceux qui ne pourraient pas aller se financer ailleurs. L'agence pourra ensuite redistribuer cet argent sous forme de prêts. À terme, l'objectif est d'assurer 4 des 16 milliards qu'empruntent chaque année les collectivités, et ce, sans garantie de l'État. Une victoire pour les ministres des collectivités territoriales qui ont dû convaincre Bercy du bien fondé de l'agence. Ça a été un travail long, difficile, de pugnacité. Le problème, c'est de démontrer, au niveau administratif, technique, financier, juridique, que les choses peuvent se faire sans qu'une collectivité territoriale qui serait en défaut n'en appelle à l'État ou que ses créanciers en appellent à l'État. Dès novembre, l'agence France Locale recueillera les premières adhésions. Plus de 30 collectivités frapperaient déjà à sa porte. Jean-Pierre Leleux, sénateur et maire UMP de Grasse depuis 18 ans, a annoncé qu'il ne se représenterait pas au municipal de 2014. Il n'aura pas ainsi à quitter son poste de maire en 2017 en application de la loi sur le non-cumul des mandats. Et puis sachez également que le sénateur maire de Conflans-Sainte-Honorine, Philippe Esnol, a démissionné du groupe socialiste du Sénat pour rejoindre le RDSE. À majorité radicaux de gauche, le RDSE compte désormais 19 membres. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Alors que les procès des marchands de sommeil font la une des journaux, le Sénat s'empare à son tour après l'Assemblée nationale du projet de loi Duflot sur le logement. Mais pour ne pas fâcher les maires, les compétences des élus en matière d'urbanisme seront préservées. On en parle dans un instant avec nos invités, mais d'abord les principales dispositions de ce texte avec Monir Souci. Rééquilibrer le rapport entre locataires et propriétaires, un principe au cœur du projet de loi Duflot. Le texte propose l'encadrement des loyers dans 38 villes, un moyen de stopper la hausse des prix dans les zones tendues. Avec cette mesure, un quart des loyers parisiens devrait baisser. Au 1er janvier 2016, une garantie universelle des loyers impayés devrait entrer en vigueur. Cette sécurité sociale du logement sera gérée par un organisme public et financée par des prélèvements sur les loyers.
Toujours sur le volet locatif, la loi prévoit de faire reposer en grande partie les frais d'agence sur le propriétaire, de limiter le nombre de pièces obligatoires pour les dossiers, de standardiser les contrats de bail et d'abaisser à 1 mois le préavis de départ en zone tendue. Un renforcement des sanctions contre les propriétaires qui louent des logements insalubres est aussi prévu. Les professionnels de l'immobilier et les syndics vont eux aussi voir leur activité encadrée. Les agences immobilières devront faire des efforts de transparence sur les frais et leurs employés seront soumis à une formation continue. Enfin, les sénateurs vont tenter d'atténuer la réforme du plan local d'urbanisme qui prévoit de transférer cette responsabilité dans les mains des intercommunalités. Ils ont déposé des amendements afin que les maires puissent conserver la gestion de l'urbanisme. Et nos invités ce soir, Claude Berry-Débat, bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste de la Dordogne et rapporteur de ce projet de loi au Sénat. Également sur ce plateau, François Calvet, bonsoir, sénateur UMP des Pyrénées-Orientales. Et enfin, Mireille Tcherch, sénatrice du groupe communiste de l'Allier. Merci à tous les trois d'être sur ce plateau. Claude Berry-Débat, en quoi ce texte répond-il à la crise du logement que traverse notre pays en ce moment ? Je crois que c'est un texte qui vient compléter les textes qui ont été déjà votés au Sénat et proposés par Cécile Duflot. Là, effectivement, il tient compte d'un certain nombre de problématiques, y compris des difficultés pour les Français de trouver un logement à un prix, je dirais, abordable. Et pour l'urbanisme lui-même, il fait le pari qu'à l'échelle d'une intercommunalité, on peut, je dirais, mobiliser, avoir une vision plus stratégique des problématiques de logement liées aux problèmes non seulement du déplacement, de l'économie et des équipements structurants. François Calvet, est-ce que ce texte est une réponse adaptée? Vous, dans votre intervention cet après-midi, on a entendu, vous faites le constat, il manque à peu près 3 700 000 logements en France. Oui, c'est la Fondation Concorde qui le dit d'ailleurs. Ce texte est un texte tentaculaire qui a été multiplié par 2 en venant de l'Assemblée nationale. C'est une espèce d'enrichissement, entre guillemets, un peu bizarre. Et puis, ce texte, il concerne véritablement l'ensemble des dispositions. Elles sont très applicables à Paris, sur les grandes métropoles, mais ne concernent pas toute la France. Comme d'ailleurs tous les 5 textes de Madame Duflot sont à peu près de la même facture. La crise du logement, pour vous, ne concerne que l'Île-de-France ? Non, la crise du logement ne concerne pas que l'Île-de-France. Mais les réponses qui sont données par ce texte ne concernent que l'Île-de-France. Peut-être un mot, Mireille Tcherch, sur les grandes orientations de ce texte. Est-ce que le groupe communiste va les soutenir? Oui, bien sûr, mais nous considérons que ce texte s'adresse d'abord au parc privé. Donc nous regrettons qu'il n'englobe pas le parc public, bien sûr. Et puis, il y a des bonnes avancées comme la garantie universelle des loyers. Donc il y a une volonté d'encadrer. Par contre, nous le définissons comme petite loi parce que, Madame Duflot l'a dit elle-même, il ne coûte rien. Donc, par définition, on va donc corriger ce qui était à corriger malgré tout. Claude Berry-Débat, c'est une petite loi, ça ne coûte rien? Non, je crois que c'est une loi importante. Madame Duflot nous l'avait annoncé quand on a commencé par une première loi pour la mise à disposition du foncier et l'obligation qui était faite aux communes de plus de 3500 habitants de construire désormais 25% de logements. C'est une loi qui était annoncée, qui était souhaitée par d'ailleurs même par l'opposition à un moment donné, qui souhaitait que plutôt que d'avoir des petites lois, on ait une loi globale. C'est une loi qui embrasse toute la problématique du logement et pour ma part, étant, je dirais, rapporteur du titre 3 et 4, c'est une loi qui permet des avancées en matière d'organisation du territoire, de planification, qu'il s'agisse du PLU, qui était un sujet assez polémique, mais également des SCOT, etc. Du PLU, même du PLUI, donc le plan local d'urbanisme des intercommunalités. En commission, vous avez tenté d'éteindre l'incendie puisque les maires étaient montés au créneau. Ils redoutaient de perdre leurs prérogatives en matière d'urbanisme. Comment avez-vous réussi à les rassurer ? Je crois tout simplement en garantissant qu'un PLUI qui deviendra désormais obligatoire au bout de 3 ans après la promulgation de la loi sera, je dirais, assorti d'une autorisation
avec, je dirais, une minorité de blocage qui a été instaurée, dont si un quart des communes qui composent les PCI et qui représentent 10% de la population s'opposent au transfert du PLU à l'intercommunalité, ça ne se fera pas. Donc c'est un verrou qui garantit aux maires, je dirais, de choisir en toute connaissance de cause et qui, à mon avis, est plus sécurisant que ceux qui existent aujourd'hui, puisque la majorité qualifiée est beaucoup plus importante et le nombre, ça représente 2 tiers du territoire et ça représente 50% de la population. Donc c'est une mesure de bon sens qui permet désormais d'entendre les élus et de redonner la main. Les autres sénateurs en plateau. François Calvet, est-ce que vous êtes rassuré par le dispositif présenté ce soir par le rapporteur? Nous ne sommes pas rassurés. Nous souhaitons la suppression de cet article, car cet article prévoit un transfert obligatoire de la compétence urbanisme aux EPCI. C'est-à-dire que les maires que nous avons rencontrés dans les différents congrès des maires sont vent debout contre cette mesure. Et donc je pense que les choses doivent se faire avec leur assentiment. Il faut enlever cet état d'esprit qui est une obligation pour les communes de transférer leur PLU. Et je voudrais, si vous le permettez, parce que je n'ai pas pu m'exprimer sur un point, je voudrais m'exprimer. Cette loi donne un mauvais signal aux investisseurs privés. Un très mauvais signal. La garantie de loyer, l'encadrement de la garantie de loyer, l'encadrement de loyer, c'est un très mauvais signal. Ça va coûter de l'argent aux locataires, parce qu'il n'y a que 2% d'impayés quand même. Donc ça va coûter de l'argent aux locataires, ça va coûter de l'argent aux propriétaires. Et à mon avis, alors que nous subissons une crise et que les entreprises du bâtiment subissent une crise particulièrement importante pour une baisse très importante du logement, aujourd'hui je ne vois pas comment la reprise va se faire et ça risque de durer des années. Cette disposition de la garantie universelle des loyers, Mireille cherche sur l'intercommunalité forcée, ce qu'on a appelé intercommunalité forcée. Est-ce que vous pensez bien que ce que propose le rapporteur va pouvoir satisfaire les maires, les rassurer? L'urbanisme, c'est une compétence fondamentale qu'ont les élus et les maires depuis de longue date. Donc ils y sont extrêmement attachés, mais c'est pas parce qu'ils y sont attachés, c'est parce que c'est extrêmement fondamental pour que les communes continuent à exister pour ce qu'elles sont. Donc nous sommes effectivement pour la faculté d'aller vers un PLU intercommunal. Nous sommes pour des intercommunalités d'ailleurs choisies avec coopération et bonne entente. Et là, la mesure un peu autoritaire de la ministre ne nous convient pas. Donc nous souhaiterions qu'il y ait validation du PLU intercommunal. Elle a quand même dit qu'elle allait soutenir le dispositif proposé par la commission sénatoriale. Donc elle lâche du lest quand même sur cette mesure. Oui, et on espère bien que les députés vont la suivre et vont nous suivre. Mais il est évident que notre collègue a trouvé un compromis acceptable pour l'ensemble des maires. Ceci dit, le PLU reste obligatoire. Ce caractère obligatoire nous choque, continue à nous choquer. Et nous proposerons des amendements pour que les maires et les conseils municipaux aient à valider peut-être le PLU dit intercommunal. Parce qu'on ne peut pas demander aux maires de tenir le crayon pour signer un permis de construire alors qu'ils auraient signé un permis de construire sur un PLU qu'ils n'auraient pas peut-être validé. Donc vous voyez comment, par contre, le fait d'être ensemble, d'en discuter, d'en débattre, tous les PLU intercommunaux se passent très bien. Donc nous y sommes favorables à condition que ce soit une démarche convergente de l'ensemble des élus de cette EPCI. Pour que les téléspectateurs comprennent bien, Claude Berry-Débat, aujourd'hui, le gouvernement a le sentiment que les maires sont un peu réticents à signer des permis de construire et veulent passer par les intercommunalités pour justement qu'il y ait plus de construction. C'est ça? Attention, le PLU intercommunal ne dit pas que les maires ne vont plus signer les permis de construire. Et Madame Mireille Cherche l'a bien dit, et je pense que M. Calvet aussi le pense, un certain nombre d'intercommunalités ont fait le pari du PLUI. Bon, ce qu'ils contestent, et je peux le comprendre, c'est le caractère obligatoire du PLU intercommunal. Bon, moi je veux quand même les rassurer. Aujourd'hui, nous avons à peu près près de 13 000 communes qui n'ont pas de règlement d'urbanisme.
C'est-à-dire, et c'est surtout des communes rurales. Ces 13 000 communes dépendent aujourd'hui de l'État. C'est-à-dire, leur instruction est faite par quelqu'un d'autre sans tenir compte de leur volonté, puisqu'on a un règlement national d'urbanisme qui s'oppose. Moi, je pense que pour ceux qui ont fait le choix et qui demain feront le choix, puisqu'il y aura quand même des contraintes, il y a un cliquet, il y a un verrou, qui feront le choix du PLUI, ils montreront qu'ils veulent prendre en compte à l'échelle intercommunale leur destin en termes de maîtrise du sol, d'autorisation, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, donc je pense demain, ça peut être une chance. Et par contre, je suis persuadé qu'avec l'amendement qui a été accepté d'ailleurs à une large majorité au niveau de la commission. On redonne du pouvoir aux élus et aux maires, on tient compte de leur volonté et on leur donne plus de pouvoir qu'ils n'en ont aujourd'hui. Parce que j'insiste encore une fois, aujourd'hui vous avez une intercommunalité, ce que dit M. Calvet, elle peut prendre la compétence PLU intercommunale. Pour cela, il faut une règle, 2/3 des communes, 50% des habitants. Bon, et ceux qui disent qu'on impose aux petites communes aujourd'hui avec ce que je propose, ils sont dans le déni de la réalité. De notre côté, et je voudrais le dire ici, je suis moi-même président de l'EPCI. J'ai été maire pendant 3 mandats, j'ai arrêté mon mandat de maire en devenant sénateur. Vous êtes élu de Dordogne, je suis élu de la Dordogne et président de la communauté d'agglomération de Périgueux qui est en train de fusionner, qui demain aura 95 000 habitants. Aujourd'hui, on a 72 000 habitants. Quand vous voulez mettre en place un PLUI, il faut dépasser, je dirais, des problèmes de majorité. Il faut presque avoir un consensus le plus grand possible. Donc ça permet d'avoir le consensus. Minorité de blocage, clause de revoyure, et puis donc 3 ans après la publication de la loi, moi j'ai l'impression que ça ne se fera jamais finalement. Mais oui, ça peut se faire, parce que si vous voulez, quand vous voulez mettre en place un PLUI, c'est ce que je veux démontrer, aujourd'hui, avec les règles actuelles, qui sont plus contraignantes que celles que je propose, on arrive à mettre en place un PLUI parce que on arrive à convaincre le président ou le bureau de l'EPCI, arrive à convaincre ses collègues que le PLUI c'est mieux que d'avoir un simple PLU communal. Et je fais le pari que ça ne sera en rien un obstacle à ceux qui veulent le mettre et ça permettra donc de gérer différemment la problématique du logement, notamment des prescriptions du PLU sur les communes. Et je voudrais préciser un dernier point qui me semble important. Dans le PLUI tel qu'il est conçu, on peut très bien avoir par secteur, c'est-à-dire à l'échelle d'une commune, tenir compte des attentes des élus de cette commune. Je voudrais qu'on revienne sur un point concernant la garantie universelle des loyers. On a posé la question à notre partenaire du nouvelobs.com. Croyez-vous en l'efficacité de l'encadrement des loyers? Bien, regardez, ils ont répondu oui à 21%. 21%, non à 75%. Et donc, ils ne se prononcent pas 5% sur 224 votants. Qu'est-ce que vous pensez de cette Mais vous parlez de la GUL ou vous parlez de l'encadrement des loyers? Là, c'était sur l'encadrement des loyers. C'est tout à fait différent. C'est autre chose. Mireille Schurch, on ne vous a pas beaucoup entendu sur l'encadrement des loyers. Nous sommes complètement favorables à encadrer les loyers, voire à les faire baisser. Donc nous pensons qu'il faudrait même les geler, tellement ils ont été à la hausse ces dernières années, une hausse excessive. Donc c'est une volonté que nous reconnaissons à la ministre, il faut encadrer les loyers. Par contre, nous pensons que son dispositif n'est pas assez verrouillé parce que des loyers qui aujourd'hui sont très bas risquent de faire un saut pour atteindre le fameux loyer médian ou même le médian majoré, pourquoi pas. Donc il faut absolument mieux verrouiller, à notre avis, ce dispositif, mais il y avait nécessité. Nous reprochons à ce dispositif de le faire maintenant alors que les loyers sont très hauts. Donc on va avoir un niveau de loyer médian qui malgré tout est encore trop élevé au regard du pouvoir d'achat de nos concitoyens, puisqu'ils ont considérablement... On va suivre tous ces débats. Merci à tous les trois. Je pense que vous allez siéger peut-être jusqu'à dimanche. On verra si le texte est voté par le Sénat. C'est la fin de cette édition. À 22h, vous retrouverez Sonia Mabrouk. Bonne soirée à tous et à demain.